Eenmaal als du gehst dem letzten Wege, wenn Himmeln bleien verstellen bläue Tege, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Do, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Do. Palmenland bis Weidenland von Schnee. Wir seien da mit unser Pein, mit unser Weh. Und wenn gefallen ist ein Spritz von unser Blut, wird noch gesprotzt von unser Geburt, unser Mut. Und wenn gefallen ist ein Spritz von unser Blut, wird noch gesprotzt von unser Geburt, unser Mut. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Sommervogel auf der Frei. Nos hat der Volk zwischen Fallen dicker Wind. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand. Nos hat der Volk zwischen Fallen dicker Wind. Das Lied gesungen mit ner Gannes in die Hand. L'UJRE a été créé en 1943 au cœur des ténèbres. Son histoire avait commencé en fait bien avant cette période et s'est poursuivie au-delà. C'est avant tout celle d'une génération de Juifs d'Europe de l'Est nés au début du XXe siècle, immigrés en France et ralliés avec enthousiasme à l'idéal communiste. Elle représente une page à la fois glorieuse et tragique, tant dans l'histoire de l'immigration, dans celle de la France, que dans celle du communisme et dans celle des Juifs. Et pourtant, ce rôle a été longtemps sous-estimé ou occulté de tous les côtés et pour des raisons diverses, trop juifs ou pas assez, trop communistes, trop étrangers. Il mérite d'être rappelé. Les premières décennies du XXe siècle voient l'immigration de nombreux jeunes juifs en France et leur rencontre avec son mouvement ouvrier. Ce ne sont pas des voyageurs sans bagages. Ils sont issus d'un archipel de communautés présentes surtout en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, dans la province de Bessarabie, en Ukraine et en Biélorussie. Leur langue, c'est le yiddish, et ce qu'on appelle le Yiddishland, c'est environ 8 millions de personnes à la veille de la guerre, soit la moitié de la judéité mondiale. Cette population vit dans les villes et les bourgades, dans des conditions souvent misérables. Leur identité, à la fois ethnique et religieuse, est évidente, incontestable pour eux-mêmes et pour leurs voisins chrétiens. La culture juive est alors extrêmement dynamique. Après Sholem Aleichem, Mendele, Moïse, Sforim et Peretz, les pères fondateurs de la littérature yiddish, de nombreux artistes explorent les voies de la modernité. La Première Guerre mondiale voit l'effondrement et le morcellement des empires, la création de nouveaux États au nom du principe des nationalités. En Russie, le tsar est abattu, la révolution de 1917 voit la prise du pouvoir par les bolcheviks, la proclamation du premier État socialiste, puis la naissance de l'Internationale communiste, le grand parti de la Révolution mondiale. En 1917 également, les Britanniques, par la déclaration Balfour, promettent la création d'un foyer national juif en Palestine.
1, 2, 3, 4 Arbeitslose sehnen mir. Nicht gehört Kadosch im Land, in Fabrik dem Hammerglanz, liegen Kehl im Kalt vergessen. Es nimmt der Schaber sich scheint fressen, gehen mir rum in Gas, wie die Queer im Pust und Pass, wie die Queer im Pust und Pass. Die Welt von Gewalttaten und Leiden zu sterben wählen mir und dann von Freiheit, Gleichheit, Eigenheden erschaffen weg der Arbeitsmann. Das wird sein schon der letzte unentschiedene Streit mit dem International steht euch für Arbeitsleid. Ces événements qui ébranlent le monde retentissent dans l'Yiddishland. Une grande partie de la jeunesse se détache alors des croyances religieuses des parents et aspire à agir pour l'émancipation des Juifs, à la fois sur le plan national et sur le plan social. Face à l'antisémitisme, 3 courants principaux traduisent cette volonté de salut collectif, version laïcisée de l'espérance messianique. Le sionisme prône la constitution d'un État-nation en Palestine, avec l'hébreu comme langue nationale. Le Bund défend l'autonomie politique et culturelle autour du Yiddish, d'un mouvement ouvrier juif. Le communisme met l'accent sur le cadre universaliste de la solution, partie prenante de la classe ouvrière mondiale au sein de la même organisation. Les travailleurs juifs élimineront à la fois l'oppression de classe et l'antisémitisme en participant à la révolution et en attendant, en défendant la patrie du socialisme. L'émigration des Juifs prend des proportions massives depuis la fin du XIXe siècle. C'est l'émigration de ceux qui, fuyant la misère et l'arriération, les pogroms et les lois restrictives envers les Juifs dans les États nouvellement indépendants. Et pour les militants sortis de prison et pourchassés, l'exil est également la solution. Partir, bien sûr, mais où aller? Les terres promises, ce sont d'abord les États-Unis, mais les portes du rêve américain se ferment au début des années 20. C'est ensuite la Palestine pour les pionniers du sionisme. Et par ailleurs, il y a les pays neufs, Canada, Argentine, Afrique du Sud, Australie. Enfin, les pays d'Europe de l'Ouest, plus proches, plus accessibles, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique et la France enfin. Pour les Juifs, la France revêt une image particulière. Pays des droits de l'homme, elle a été le premier à émanciper les Juifs, à leur accorder la pleine égalité. Certes, c'est le pays où Dreyfus a été condamné, mais celui qui a vu la mobilisation civique exceptionnelle qui a abouti à sa réhabilitation. Enfin, pour les militants, c'est le pays de la Révolution, de la Commune, d'un mouvement ouvrier puissant, combatif, internationaliste. L'immigration juive en France devient relativement importante à partir des années 1880, 20 000 arrivants avant 1914 et après la guerre, 80 000 nouveaux venus. Ce sont essentiellement des jeunes, souvent pauvres, ne parlant pas ou mal le français, qui se regroupent principalement à Paris, notamment dans les quartiers de l'Est et du Centre, qui travaillent pour la plupart dans des métiers juifs où ils représentent la majorité ou la quasi-totalité de la main-d'œuvre, travail à domicile ou petits ateliers. Ils forment ce qu'on appelle en yiddish la rue juive. Avant 1914, les travailleurs juifs venus d'Europe de l'Est commençaient déjà à s'organiser en liaison avec le mouvement ouvrier français, notamment dans la CGT anarcho-syndicaliste. Dans les années 20, pour faire face aux problèmes de compréhension linguistique et pour travailler dans les milieux immigrés, la CGTU, en 1923, et le Parti communiste en 1925, créent une branche spécialisée de leur appareil dirigeant, la MOE, main-d'œuvre étrangère, qui devient la MOI, main-d'œuvre immigrée, en 1932. Celle-ci met en place, sous son autorité, une douzaine de sous-sections de langues, espagnole, italienne, arménienne, juive, c'est-à-dire de langue yiddish. Ces communistes juifs sont les organisateurs d'un tissu associatif serré, très diversifié. Au centre se trouve un noyau permanent, membre du Parti communiste, qui se voit en révolutionnaires professionnels. Ils ont à leur côté quelques centaines de membres du Parti communiste qui gardent une activité professionnelle, mais qui, comme eux, campent dans l'antichambre de la révolution qui leur semble imminente. S'ils sont présents dans les cellules du parti, leur espace réel de militantisme
C'est le milieu des Juifs immigrés qui forment une communauté compacte, cohérente et structurée, appelant des cadres d'organisation de type national. L'instrument principal de leur influence est le journal. Après des périodiques irréguliers, leur quotidien yiddish, la Neue Presse, la presse nouvelle, est lancé le 1er janvier 1934 avec quelques rédacteurs permanents appuyés par des équipes ardentes de souscripteurs et de diffuseurs. Ces militants agissent au cœur de ce qu'on appelle les organisations de masse, réseaux de groupements, d'associations diverses, qui servent de courroie de transmission pour les mots d'ordre du parti, de vivier d'initiation politique et de recrutement. Il s'agit de l'esquisse d'une contre-société couvrant toutes sortes de besoins. On peut se détendre, se défendre, apprendre, lire, chanter, faire du sport, se soigner, s'entraider. Le YASC, Yiddischer Arbeiterklub, club sportif ouvrier juif, est affilié à la FSGT, organise des sections de natation, de football, de camping, de gymnastique. L'Arbeiterorden a pour but d'apporter aux travailleurs juifs une aide médicale. Les sociétés permettent à ceux qui sont originaires des mêmes villes de se rencontrer. Il y a aussi l'Organisation des femmes contre le fascisme, la section juive du Secours populaire, les patronati qui aident les prisonniers politiques à l'Est, le Funk pour les étudiants juifs. Les communistes s'imposent à la tête de la Kulturliga, rue de l'Ancry, qui devient un organisme culturel, une bourse de travail et de logement, un bureau de renseignement pour l'obtention de papiers, le cœur de la vie sociale et des jeunes immigrés. Sous son égide, il y a une bibliothèque, le théâtre ouvrier de Paris, Piat, qui présente des pièces en yiddish, une chorale avec 125 participants en 1932 qui se produit à la fête de l'humanité. Les Amis de l'enfant d'ouvriers juifs accueillent les enfants le jeudi et organisent des premières colonies de vacances. Ils y sont initiés à la culture française et yiddish et aussi aux idées révolutionnaires. On chante « Je dis à mon père, tu sais, quand je serai grand, je serai un héros, un soldat, un communiste. » Ou bien « Papa et maman sont dans la rue et construisent des barricades. Dans la rue passent les brigades ouvrières. » Il y a un club des jeunes ouvriers. Ici sont des jeunes yaskistes qui sont des anciens des patronages. Ils sont adolescents dans une auberge jeunesse. La plupart sont entrés dans la résistance. Rita, déportée à Auschwitz, morte à Auschwitz. Thomas Fogel, jeune héros de la résistance, déporté, mort à Auschwitz. Roger Trunian, déporté résistant, rescapé d'Auschwitz. Ces juifs internationalistes sont partie prenante des luttes sociales, et cela malgré les menaces d'arrestation et d'expulsion. Contre les ligues factieuses, après le 6 février 1934, ils participent aux ripostes dans les manifestations et sur les barricades. Ils sont présents avec leurs banderoles en français et en yiddish, dans les défilés symboliques du 1er mai, du Mur des Fédérés, celui du 14 juillet 1935. Les travailleurs juifs sont très actifs dans les mouvements revendicatifs. En mai 1936, il y a 19 000 syndiqués sous la direction de la Commission intersyndicale juive, réunifiée, de la CGT réunifiée. Après la victoire électorale du Front populaire, les juifs immigrés de tous les secteurs entrent naturellement dans le grand mouvement de grève. Ils occupent les ateliers et récoltent les fruits de cette action, augmentation de salaire, réduction des horaires de travail et les premiers congés payés. Ceci illumine pour eux aussi les débuts de l'été 1936. Mais dès la fin de juillet commence la guerre d'Espagne. La rébellion franquiste est aidée par Mussolini et Hitler et la guerre apparaît comme un affrontement avec le fascisme international. Por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. Y solo vi al tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va. Dans les brigades internationales sont présents des milliers de juifs. Certains, assez nombreux, partent de France.
et voulurent être présentants en tant que groupe national pour marquer leur poids dans cette lutte contre le fascisme. Ainsi fut créée une unité spécifiquement juive, la compagnie Botvin de la brigade polonaise Dąbrowski, avec son propre drapeau sur lequel figure en yiddish, en polonais et en espagnol la devise « Pour votre liberté et la nôtre ». Elle publie un organe de presse en yiddish. 45% de ses combattants sont tombés sur le sol espagnol. Tierras altas de Burgos anda mola, sublevado anda mola, sublevado. L'action politique prend également des caractères et des thèmes plus ou moins spécifiquement juifs. Ainsi, la presse nouvelle exalte l'essor social des juifs soviétiques après la disparition des obstacles tsaristes. On célèbre l'épanouissement de la culture yiddish avec ses écoles, ses théâtres, ses publications. On soutient l'établissement des travailleurs juifs dans des coopératives agricoles sous l'égide de l'organisation Gezert et ensuite la création d'une région autonome juive dans la taïga inhospitalière du lointain Birobidjan. Certains militants partent même de Paris avec drapeaux et outils pour vivre cette aventure avant de déchanter. Après février 1934, la section juive se rapproche des autres organisations juives qu'elle avait combattues et signe un pacte d'unité d'action avec le Bund et le Poale Sion. Les structures unitaires sont créées, cela durera ce qu'a duré le Front populaire. On organise, en liaison avec les communautés yiddish de la diaspora, le Congrès mondial de défense de la culture juive qui se tient à Paris en septembre 1937. 4000 personnes assistent salle Wagram à la séance inaugurale. Venus de 23 pays, de 5 continents, 102 délégués représentent 677 organisations culturelles, les noms les plus prestigieux du Yiddishland. Seuls les soviétiques sont absents, c'est le temps de la Grande Purge. Bien entendu, les militants s'opposaient au regain de la xénophobie, de l'antisémitisme en France, aggravé par la crise, et aux mesures anti-immigrés, surtout les persécutions anti-juives en Allemagne après les lois racistes de Nuremberg et la nuit de cristal étaient dénoncées. La priorité absolue était de barrer la route à Hitler. Or, le 1er septembre 1939, celui-ci fait pénétrer ses troupes en Pologne et c'est le début de la guerre. Commencent alors pour la France, et particulièrement pour les Juifs, des années tragiques. L'imminence de la guerre était claire depuis longtemps, mais quand elle débuta, ce fut de manière imprévue. Les Juifs immigrés communistes furent, comme leurs camarades français, pris à contre-pied par le pacte de non-agression germano-soviétique, suivi 8 jours plus tard par l'attaque de la Pologne. Ils furent déroutés par l'analyse soviétique renvoyant dos à dos l'Allemagne et les anglo-français. Sous la signature de Raïsky, l'éditorial du 4 septembre 1939 de la Naïe Presse n'en appela pas moins à l'engagement aux côtés du peuple français. Il commençait ainsi : que ce nom soit maudit à jamais, Adolf Hitler. Cela n'empêcha pas l'interdiction de la presse nouvelle à la suite de celle du Parti communiste. Les Juifs communistes poussèrent leurs camarades à s'enrôler dans les armées françaises, par solidarité avec la France et bien sûr par antinazisme. Les Juifs immigrés se pressèrent par milliers dans les bureaux de recrutement. Ils furent, pour beaucoup d'entre eux, regroupés dans les régiments de marche de volontaires étrangers, préparés notamment dans le camp de Barcarès avant d'être portés sur le front lors de l'offensive de la Wehrmacht de mai-juin 1940. Ils y payèrent leur tribut de morts, de blessés, et eurent de très nombreux prisonniers qui, pour la plupart, allaient passer près de 5 ans dans les stalags. Le 17 juin 1940, Pétain demande l'armistice. Pendant 1 an, l'Angleterre seule continue à combattre avec une poignée de Français libres autour de De Gaulle. La France, sonnée par la débâcle et exploitée par les Allemands, est divisée principalement en deux, la zone occupée et la zone dite libre, séparées par une ligne de démarcation. Installé dans celle-ci, le régime de Vichy, qui a remplacé la Troisième République, choisit la collaboration avec Hitler. Il garde sa tutelle sur l'ensemble de la fonction publique qu'il met au service de l'occupant et dispose d'une certaine liberté législative sur l'ensemble du territoire. Après le désarroi de l'invasion et de l'armistice,
La MOI et sa section juive se reconstituent. Les liens se renouent rapidement dans ce milieu homogène. Le 15 juillet 1940 paraît le premier numéro de la Presse Nouvelle qui prend le nom de Unser Wort, notre parole, et qui comptera 90 numéros clandestins. En septembre 1940, Louis Gronowski, Lerman, devenu responsable national de toute la MOI, réunit les responsables juifs et alors est créée une organisation clandestine aussi, bien sûr, structurée en petits groupes. Elle prend le nom de Solidarité. Elle se donne pour tâche immédiate l'aide matérielle et morale aux familles des combattants morts sur le front, prisonniers, puis aux internés, que l'information de la population juive sur Vichy et les nazis. Elle compte une centaine de groupes dès la fin de 1940. Se crée aussi une section de groupes d'intellectuels juifs, l'Union des femmes juives, comptant une cinquantaine de groupes, des syndicats juifs clandestins se reconstituant les ateliers. La situation des juifs s'était aggravée à partir du printemps 41. En zone libre, beaucoup de juifs se sont réfugiés. On fonde un centre autonome de solidarité en mai 41. La propagande antisémite, soutenue par les collaborateurs et les nazis, se déchaîne et se succèdent affiches, expositions, journaux. Dès juillet 1940, le régime pétainiste commence à mettre en place de sa propre initiative une législation antisémite. Remise en question de toutes les naturalisations accordées depuis 1927, loi permettant l'internement de juifs étrangers dans des camps spéciaux, annulation du décret Crémieux, premier statut des juifs, les définissant suivant des critères raciaux et les excluant de la fonction publique, et de nombreux emplois, aggravés en 1941 par un second statut. On crée un commissariat général aux questions juives qui organise l'arianisation, c'est-à-dire la spoliation des biens juifs. Le 14 mai 1941, lors de la rafle du billet vert, les Allemands font arrêter par la police française des milliers de juifs étrangers adultes de sexe masculin qui sont dirigés vers les camps d'internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Les communistes y créent des comités clandestins très structurés, avec responsables de baraquement, commission culturelle, bulletins. On ne se rend pas compte, bien entendu au départ, de ce que sera le sort de ces internés. En 1941, la guerre devient mondiale. Le 22 juin, Hitler attaque l'URSS. Pour les communistes, d'une certaine façon, c'est une clarification, la reprise de la lutte frontale contre le fascisme. Les États-Unis, agressés par le Japon, entrent à leur tour dans le conflit. Même si l'Axe continue à enregistrer des succès, l'espoir renaît dans la France occupée, où la popularité de Pétain s'effrite. Cependant, le sort des Juifs s'aggrave tragiquement. Le 20 août 1941, ce sont 4230 Juifs qui sont raflés dans le 11e arrondissement et conduits à Drancy. En décembre, sont exécutés 100 otages, dont 53 Juifs. Le 20 janvier se tient la sinistre conférence de Wannsee, où est mise au point la solution finale du problème juif. Le 25 mars 1942, le premier convoi de déportés part de France pour, dit-on, des travaux forcés à l'Est. Le 29 mai 1942 est instaurée l'obligation du port de l'étoile jaune pour les Juifs de plus de 6 ans. Le 16 juillet 1942 a lieu la rafle du Veldiv. 12 884 personnes sont arrêtées, avec cette fois femmes, enfants et vieillards. Elle est suivie d'arrestations dans toute la zone occupée. Cette situation crée pour la section juive et Solidarité des objectifs nouveaux, lutte armée et sauvetage des enfants. Par la suite, en 1942, avec le débarquement allié en Afrique du Nord, la zone libre est occupée à son tour par les Allemands
Et en 1943, c'est la zone italienne où les nazis prennent le relais. Il n'y a plus d'endroit pour se cacher et les déportations se multiplient vers Auschwitz. Dans ces conditions, l'organisation se structure. C'est d'abord le passage de la formation des FTP-MOI, spécialisés dans la lutte armée. Plus tard, se fait, en 1943, quand la victoire commence à s'annoncer, l'union des différents mouvements de la résistance, et chez les Juifs, devant la communauté de destin désormais évidente, également se réalise l'unité. C'est dans ce contexte qu'en avril 1943 se crée l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, unifiant solidarité des deux zones, l'Union de la jeunesse juive qui avait été créée, succédant à l'Union de la jeunesse communiste juive quelques mois auparavant, des comités juifs de secours populaire, les syndicats, les groupes armés des FTP et MOI. Notre parole et droit et liberté sont ces organes en yiddish et en français. L'UJRE revendique par son nom ce qu'elle était, une organisation juive ouverte à tous les juifs luttant contre les nazis. C'est en tout cas elle qui impulsa l'unification partielle de la résistance juive au sein d'un comité général de défense, rallié plus tard par le consistoire, donnant alors naissance en 1944 au CRIF. Cette résistance prend des formes diverses. C'est d'abord la propagande. Mounier Nadler, rédacteur de la Naïe Presse, de la presse nouvelle, écrivait en 1934 qu'il pose sans sceller, qu'il mette des serrures aux portes et confisque 1000 fois, tant qu'il y aura du sang dans nos veines et du papier, ta voix, ma presse révolutionnaire ne se taira pas. On imprimera sans relâche partout, sur les presses, sur les machines à écrire, sur les pierres à lithographier, à polycopier, dans les réduits, dans les caves, les greniers, dans les forêts, dans les granges et dans les terrains vagues, et demain, notre journal de nouveau paraîtra. La presse clandestine paraît, à côté de cela, les tracts, les papillons. Mounier Nadler, d'ailleurs, arrêté en mai 1942, est exécuté le 10 août 1942. Ce tract anti-hitlérien s'adresse aux soldats allemands. Certains militants germanophones, essentiellement des femmes, furent affectés à ce qu'on appelait le travail allemand, c'est-à-dire une tâche extrêmement dangereuse d'information, de démoralisation des troupes d'occupation. Les textes s'adressent d'abord aux Juifs. Il s'agit de détruire les illusions de sécurité, en particulier contre le légalisme aveugle et suicidaire de l'UJIF. Cet organisme doit préparer le terrain à l'isolement des masses juives dans un ghetto. Pour les masses juives, il ne reste aujourd'hui qu'une seule voie, celle de la lutte implacable contre la bête hitlérienne, écrit notre parole. On informe les Juifs sur la réalité de leur sort, au fur et à mesure qu'on le découvre. On le diffuse l'appel du 24 août 1941 des Juifs soviétiques, lu à Radio Moscou par le poète Bergelson, qui évoque les massacres perpétrés, et déclarait ceci : « La question même de l'existence du peuple se pose dans son ampleur. Il s'agit de la vie ou de la mort de notre peuple. » Et alertés de l'imminence d'une grande rafle, les militants de solidarité distribuent dès le 6 juin 1942 des tracts en yiddish et en français avertissant la population. « Frères et sœurs, d'après les informations que nous recevons de sources sûres, les Allemands vont organiser une rafle et une déportation massive des Juifs. Le danger est grand. La question qui se pose pour chaque Juif est : que faire pour ne pas tomber entre les mains des bandits SS ? Que faire pour hâter leur fin et ma libération ? Premièrement, ne pas attendre à la maison les bandits. Prendre toutes les mesures pour se cacher, pour cacher en premier lieu les enfants, avec l'aide et la sympathie de la population française. Deuxièmement, après avoir garanti sa propre liberté, adhérer à une organisation de combat patriotique pour battre l'ennemi sanguinaire et venger ses victimes. Troisièmement, si l'on tombe entre les mains des bandits, résister par tous les moyens, barricader les portes, appeler à l'aide. On n'a rien à perdre, on peut juste sauver sa vie. Chercher à fuir par tous les moyens. Chaque Juif libre et vivant est une victoire sur notre ennemi. Enfin, convaincus de la réalité du gazage qui se déroule à Auschwitz, les dirigeants du groupe de langue juive révèlent les premiers en France ce crime inimaginable dans le numéro 50 du 20 novembre 1942 de Unser Wort, notre parole. Enfin, l'insurrection du ghetto de Varsovie eut un écho extraordinaire et fut source de colère et de fierté. Les révoltés furent l'incarnation le plus héroïque de la résistance, un exemple mobilisateur dans la lutte contre l'occupant.
Il fallait aussi resserrer les liens avec la population française et l'informer de la situation des Juifs. On diffuse la brochure du PC de Louis Gronowski et Politzer, L'antisémitisme, le racisme et la question juive, qui analyse les racines de ces problèmes. À la mi-août 1942, Charles Lederman, avec l'accord de la direction clandestine de la MOI, rencontre Monseigneur Saliège à Toulouse. Il l'informe de la situation des Juifs, de la suite des rafles du Veldiv, des déportations, de leur destination. Saliège interroge « Pouvez-vous me donner votre parole que ce que vous dites est exact ?» Charles Lederman donne sa parole, et le dimanche 23 août, dans toutes les églises du diocèse, Monseigneur Saliège ont lu la pastorale suivante. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une famille soient séparés les uns des autres et embarqués vers une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres, un chrétien ne peut l'oublier. Le dimanche suivant, Monseigneur Théas, évêque de Montauban, s'exprima à son tour. Les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. À Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare sauvagerie. Des hommes et des femmes sont envoyés vers une destination inconnue, avec la perspective des plus graves dangers. Ces appels et le rôle de la Commission pour l'enfance de solidarité, puis de l'UGRE, jouèrent un rôle décisif dans le sauvetage des enfants juifs, notamment par une intervention rue Lamarck, où des dizaines d'enfants furent extraits d'un foyer de l'UGIF pour être mis à l'abri dans des familles françaises. Femmes juives, un grand danger vous menace. C'est notre devoir de vous le dire. Les Boches préparent des rafles monstres en vue de déportation. Mères, n'attendez pas les assassins chez vous. Réfugiez-vous. Mettez surtout les enfants en lieu sûr. Tel était le texte du tract adressé à la population juive par notre mouvement de résistance déjà en avril 1942. Sans attendre, les comités des femmes de l'UJRE ont entrepris l'action pour sauver les enfants. Des Français et des Françaises nous ont aidés, simplement et courageusement. Des gens inconnus qui risquaient leur vie sans rien demander. Dans les villages et les fermes, dans la montagne et dans les coins oubliés des villes, nos enfants étaient cachés. Il fallait assurer leur pain, procurer des vêtements, veiller à leur sécurité. Avec des moyens modestes, mais grâce à la grande abnégation de ceux qui étaient eux-mêmes constamment menacés, nous avons organisé la résistance pour protéger nos enfants jusqu'à la libération. Les résistants appellent aussi à entraver par la grève ou le sabotage la production dans les ateliers travaillant pour l'armée allemande, notamment dans la ganterie, le tricot, la fourrure. Les sabotages concernent également les routes, les panneaux et organisations de signalisation allemands, les liaisons téléphoniques. La lutte armée commence par des actions isolées, mais montrant la voie avant une véritable guérilla urbaine.
Les Juifs y sont présents dès le début dans tous les groupes FTP-MOI avec les autres étrangers et les Français, et éventuellement dans des groupes spécifiquement juifs. Ainsi, à Paris, le deuxième détachement juif des FTP-MOI multiplie ses opérations. Son journal de bord énumère sur 2 mois de 1943 différentes actions. 3 janvier, bombe sur le passage d'une section allemande. 10 janvier, grenadage d'un restaurant allemand. 15 janvier, grenadage d'un autre restaurant allemand. 18 janvier, bombe dans un hôtel allemand. 20 janvier, attaque d'un restaurant allemand. 3 février, attaque d'un emplacement de DCA installé dans le 15e arrondissement. 5 février, grenadage d'un restaurant allemand. 10 février, grenadage d'un poste d'essence cours de Vincennes. 15 février, bombardement au passage d'un détachement près des Invalides. 17 février, grenadage d'un garage allemand rue d'Abbeville. 22 février, grenadage dans un garage allemand près de la gare de Lyon. 23 février, exécution d'une sentinelle allemande. 25 février, grenadage d'un groupe d'Allemands en exercice porte de la Muette. 26 février, exécution d'une sentinelle allemande. 28 février, grenadage d'un restaurant où un groupe d'officiers était attablé. 28 février, bombe d'un hôtel allemand rue de la Bienfaisance. À Toulouse, la 35e brigade, qui doit son nom à la 35e division de mitrailleurs des brigades internationales et qui devient la 35e brigade Marcel Langer après l'exécution de celui-ci, multiplie les actions et harcèle les collaborateurs et les nazis. À Lyon, c'est le groupe Carmagnole Liberté. À Paris, les groupes de combat de l'UJRE jouent un rôle important au moment de la libération de Paris, et au lendemain de cette libération, ils prennent le nom de Compagnie Reimann en s'engageant dans les forces françaises de l'intérieur. Avec la libération, l'UJRE peut sortir au plein jour et ensuite déposer même ses statuts et avoir la reconnaissance du rôle qu'elle a pu jouer dans la résistance et auprès des organisations juives. Avec la libération vient le temps du bilan. Qui ont été ces résistants des organisations juives communistes? Ce sont bien sûr ceux qui, avant la guerre, étaient déjà liés à la sous-section juive de la MOI, et notamment les anciens d'Espagne, qui avaient une compétence militaire. Vont y jouer aussi un très grand rôle les jeunes issus du IASC, de l'AIC, c'est-à-dire de l'organisation des jeunes ouvriers, et ceux formés dans les patronages. Face aux persécutions des communistes juifs qui, avant la guerre, ne militaient pas dans les milieux juifs, ou de très jeunes, âgés de 15 à 20 ans, totalement francophones, se tournent vers ces organisations. Beaucoup deviennent communistes parce qu'ils sont juifs et trouvent à la fois un moyen de lutter, des explications et une alternative de fraternité. Dans cette résistance juive, la place des femmes était particulièrement importante. Elles ont tenu un rôle primordial dans la logistique des groupes au péril de leur vie. Cette photo, prise à la fête de l'Humanité en 1937, montre la famille Lamberger arrivée depuis 1 an de Pologne. Les 4 enfants sont devenus FTP. Les 3 garçons ont été torturés et déportés. L'un, Nathan, a été abattu au cours d'une tentative d'évasion. Stéfa est la seule à avoir échappé à la déportation. Les immigrés forment une grande part des 75 000 juifs déportés de France, dont seuls 2500 sont revenus. Parmi ceux qui ont été pris comme otages, comme résistants et fusillés ou déportés, les juifs communistes tiennent une place prépondérante. L'affiche rouge témoigne involontairement de leur lutte et de leur sacrifice aux côtés des Français et des autres immigrés. La part des résistants juifs dans la résistance française a été particulièrement grande. On peut souligner leur niveau d'engagement spécialement précoce et élevé, en particulier dans les années sombres 41 et même au début de 43, dans la lutte armée, ce qui s'explique par les persécutions et l'illégalité auxquelles ils étaient soumis, par leur désir de vengeance, leur désir de lutte pour la survie face à la politique d'extermination dont ils ont pris conscience. Sur le plan militaire, ils ont contribué à la démoralisation des troupes d'occupation, au blocage des troupes à l'ouest, ils ont facilité et participé à la libération. L'identité juive des acteurs de la guérilla a parfois été mise en cause. Pourtant, le résistant Marcel Reimann, l'un des 23 de l'affiche rouge, ne se positionnait-il pas sans détour sur sa judéité en lançant à ses juges « En tant que juif, je ne voyais pas d'autre issue que de prendre les armes à la main pour lutter contre vous. » La meilleure réponse à ce reproche a été le fait qu'une grande part des juifs se sont reconnus dans cette résistance et l'ont soutenue. Beaucoup admiraient la détermination et le courage des communistes qui leur semblaient les plus décidés à se battre tout de suite et les plus riches en martyrs.
Après la guerre, pendant un certain temps, le Parti communiste, cependant, qui se présentait comme le grand parti patriotique, a semblé gêné de reconnaître la place qu'ont pu tenir dans la résistance les immigrés, et notamment les Juifs. Parce qu'à prononcer, leurs noms sont difficiles, écrira plus tard Aragon. Die alle Sonnen, was will uns verschwärzen, unser Ponim. Wir leben ewig, wir seinen du, ewig in jeder Show. Wir werden leben und erleben schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir seinen du, wir leben wir seinen du, ewig in jeder Show. Wir werden leben und erleben schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir seinen du, wir leben ewig, wir seinen du, ewig in jeder Show. Wir werden leben und erleben schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, wir seinen du. Après la joie de la libération, et surtout après la capitulation allemande, on prend pleinement conscience de l'ampleur du désastre. Les déportés rescapés et les prisonniers libérés reviennent. Parmi les Juifs immigrés, peu de familles ont été épargnées. Le génocide a pratiquement fait disparaître le Yiddishland. Mais en même temps s'affirme une volonté de continuer, de dire que, malgré Hitler, nous sommes là, nous continuons. C'est ce que proclame le film que produira l'UJRE en 1946. C'est à la Libération que l'influence communiste atteint son apogée dans la société française, et c'est particulièrement vrai parmi les Juifs. Pourtant, quelques mesures privent l'UJRE d'une partie de ses militants. L'Union de la jeunesse juive est dissoute, ses membres sont appelés à militer à l'Union de la jeunesse républicaine de France. Le Parti communiste souhaitait l'assimilation des immigrés, surtout celle de leurs enfants, et ne voyait dans leurs organisations spécifiques qu'un sas transitoire. On invite certains responsables communistes juifs à partir construire le socialisme à Varsovie, Bucarest ou Budapest. Cependant, l'UJRE est pendant quelques années l'organisation la plus influente parmi les juifs immigrés. Des sections s'implantent dans presque tous les arrondissements de Paris, en banlieue, dans de nombreuses villes de province, et autour de l'UJRE va se reconstituer puissamment, se compléter le vaste réseau d'organisations que possédait le mouvement avant-guerre. Elles ont presque toutes leur siège dans les 3 bâtiments du 14 rue de Paradis, qui devient le centre emblématique et animé du courant. La presse nouvelle, qui reparaît sous son titre dès la Libération et tire à 15 000 exemplaires, y a sa rédaction et son imprimerie. La CCE, Commission centrale de l'enfance auprès du JRE, s'occupe des enfants cachés pendant la guerre. Nous consacrerons à ces enfants sauvés de la tourmente afin qu'ils puissent devenir des hommes libres et dignes. Notre appel a été entendu par tous ceux qui, dans le monde entier, restent sensibles à la souffrance humaine. La réponse immédiate et généreuse est venue de tous les pays, des États-Unis, d'Angleterre, d'Afrique du Sud, de France. Et dès mars 1945, nous avons inauguré notre première maison d'enfants, Montreuil A. Montreuil B, qui regarde fièrement son aîné. Andrézy, un splendide foyer fondé avec l'appui des milliers d'amis de l'UJI. Aix-les-Bains, pour ceux qui ont besoin de repos à la montagne. Sainte-Maxime, pour les enfants qui ont longtemps été privés d'air et de soleil. Compiègne, belle demeure aux lignes si pures et sobres. Ainsi A,
pour les plus petits, pour les On peut plus voir sur ces mignons. photos les visites des dirigeants de l'UJRE accompagnés de Marc Chagall, venus apporter leur soutien à ces enfants des foyers. Par ses colonies de vacances et ses patronages, les jeunes bâtisseurs au foulard vert, la CCE accueille chaleureusement les enfants des émigrés, les éduque dans ce qu'on appelle l'esprit progressiste. On y chante les chants folkloriques français et yiddish et surtout la jeune garde. On y exalte la résistance. Le passage par les foyers ou les colonies a été suffisamment marquant pour que jusqu'à nos jours existe une amicale des anciens des foyers et une amicale des amis de la CCE. Les adolescents se réunissent dans des groupes qui prendront le nom de cadets, de travail et joie ou simplement de groupes des jeunes. Le dispensaire, l'aide médicale La Rue de Paradis, prodigue ses soins à des milliers de patients juifs et non juifs. Une commission sociale assiste les malades, les démunis et plus tard accueille les retraités. L'Union des sociétés juives de France, longtemps animée par les militants du GRE, réunit selon leur origine les anciens habitants des diverses villes d'Europe centrale qui se regroupent, participent à la confection de livres des souvenirs du monde disparu. Jusqu'à 1966, une commission intersyndicale juive fonctionne au sein de la CGT. L'Union des engagés volontaires et anciens combattants juifs est créée. L'Association des anciens déportés juifs de France fournit une aide médicale et financière pour favoriser la réinsertion des rescapés. Une amicale des juifs anciens résistants est fondée en 1962. Surtout dans la lignée du mouvement national contre le racisme du temps de guerre, est fondé en mai 1949 le MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la paix, qui a des liens étroits avec l'UJRE, qui d'ailleurs lui cède son journal en français, Droit et Liberté. L'UJRE poursuit son action culturelle, ses éditions Hofsnai, Renouveau, publient les œuvres littéraires, de nombreuses œuvres en yiddish, pour le 50e anniversaire de Thorez, dans le style de l'époque, où on traduit en yiddish son fameux Fils du peuple. Plus tard, on essaie de faire connaître la culture juive aux lecteurs francophones, avec la revue Domaine Yiddish, et en 1959, l'UJRE participe à la célébration pour l'UNESCO du centenaire de Sholem Aleichem. Le théâtre d'art yiddish Ikout continue celui d'avant-guerre. Le centre culturel organise conférences, expositions. La chorale populaire passe le relais à de nouvelles générations. Pour financer les maisons d'enfants, les colonies de vacances, le journal, les militants organisent des campagnes de souscription, rassemblent dons d'artistes et de produits qui se vendent dans les kermesses de l'Hôtel Moderne ou Rue de Paradis. L'UJRE se veut garante de la mémoire de la résistance et des victimes du génocide. Elle participe à toutes les manifestations de commémoration, de la rafle du Veldiv, du soulèvement du ghetto de Varsovie, l'exécution des premiers otages. Les sociétés de ville font graver le nom des victimes dans les cimetières de Bagneux, de Pantin. Les différentes organisations ont œuvré pour l'apposition de plaques commémoratives des résistants juifs devant les immeubles où ils ont vécu et par l'attribution de leur nom à certaines rues. À partir de 1947 et surtout de 1949 commence la guerre froide. L'UJRE se range résolument du côté de ceux qui se présentent comme le camp de la paix. Elle fait signer l'appel de Stockholm pour l'interdiction des armes atomiques. Elle tient une place particulière dans la lutte contre le réarmement allemand, contre la CED, puis contre la nomination de l'ancien général nazi Speidel à la tête des forces de l'OTAN, Centre Europe. Elle dénonce la nomination de Globke, co-auteur des lois de Nuremberg, comme conseiller juridique d'Adenauer, et contre toute indulgence envers les criminels de guerre nazis en Allemagne de l'Ouest. De même en France, elle combat le retour des vichistes et des collaborateurs sur la scène publique et les résurgences de l'extrême droite de Poujade à Le Pen. Elle défend le droit des immigrés, elle mène campagne pour la restitution de leurs biens et de leurs logements aux juifs spoliés pendant la guerre,
pour les droits des déportés, des anciens combattants, des veuves, des orphelins. La question de nationalisation occupe l'UJRE d'abord la libération, pour rétablir la citoyenneté de ceux qui avaient été dénaturalisés, pour obtenir une rapide naturalisation des autres. Plus tard, des retraits de naturalisation sont engagés contre des militants communistes anciens combattants, prélude à leur expulsion. Des campagnes de protestation et des recours juridiques aboutissent à l'annulation de ces procédures par le Conseil d'État. Pendant la période macartiste, elle participe ardemment à la campagne qui essaye en vain d'arracher les Rosenberg à la mort. Elle exprime aussi sa solidarité avec les luttes sociales, aidant ainsi les mineurs en grève et avec les peuples colonisés. Cependant, ces militants du l'UJRE ont dû affronter des désillusions et des difficultés multiples, d'abord d'ordre politique. C'est d'abord la prise de conscience tardive et douloureuse d'un antisémitisme d'État venu du pays qui était censé extirper ce poison. La fin des années 40, le début des années 50 voit dans le camp socialiste un déferlement d'un antisémitisme d'État sous le masque de lutte contre le cosmopolitisme sans racines, puis contre les complots sionistes. Les manifestations les plus dramatiquement spectaculaires en sont d'abord le procès Slansky en 1952, où l'origine juive de 11 des 14 accusés est clairement pointée, et peu après par le complot des blouses blanches 1953, il est déclaré que des médecins soviétiques avaient reçu l'organisation juive américaine Joint l'ordre d'exterminer les 4 dirigeants de l'URSS. L'UJRE, et notamment la Neue Presse, reprend ce discours, nie l'existence d'un antisémitisme soviétique, dénonce les dirigeants sionistes bundistes aux ordres de l'impérialisme américain. Ces militants s'affrontent physiquement avec les organisations juives organisatrices d'un meeting de protestation à la Mutualité. Cette crise coupe l'UJRE d'une grande partie de la communauté juive. Pour prendre conscience pleinement de l'ampleur du drame, il faudra attendre 1956 avec le fameux rapport secret Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline, un éditorial du journal yiddish de Varsovie révélant l'exécution en 1952 de 13 membres de l'ancien comité antifasciste juif, dont les écrivains yiddish Markish, Pfeffer, Bergelson. C'est un véritable séisme. Dès lors, ceux qui restent, conscience malheureuse, ne nient plus l'existence d'un antisémitisme à l'Est, dont le centre névralgique est Moscou. Avec l'appui de la direction du PC, une délégation de 3 membres de l'UJRE est envoyée en URSS en 1958. Les explications reçues ne satisfont pas, en tout cas l'un d'entre eux, Henri Slovès. Par la suite, l'UJRE s'oppose et réagit aux différentes manifestations d'antisémitisme récurrentes dans les pays du socialisme réel. Ainsi, en 1964, la Neue Presse dénonce la publication par l'Académie des sciences de Kiev d'une brochure d'un certain Kichko, Judaïsme sans phare. Ce texte et les illustrations nettement antisémites sont l'occasion pour la première fois d'un désaveu par le Parti communiste français d'un scandale soviétique. En 1967-68, le pouvoir polonais lance à son tour une vaste campagne antisémite. Sous couvert d'antisionisme, une purge exclut du parti et chasse de leur poste les juifs qui occupent des fonctions élevées dans l'appareil du pouvoir ou à l'université. 20 000 juifs, privés de leur identité polonaise, sont poussés à l'exil. L'UJRE condamne ce qu'elle dénonce comme une perversion du socialisme. Le discours est le suivant. Ces manifestations sont condamnables, elles sont en contradiction avec les valeurs du socialisme, pour lesquelles les militants se sont engagés et qui restent l'avenir de l'humanité. Ils estiment qu'en France, le mouvement n'est pas contaminé. Ils pensent qu'en utilisant le canal du PC pour obtenir des explications et surtout quelques améliorations de la situation de la culture yiddish en URSS, comme la parution de la revue Sowjetische Heimland, la patrie soviétique, et l'accueil d'Esther Markish, veuve du poète juif assassiné. Sur l'Israël, le discours de l'UJRE est apparu au bout d'un moment à contre-courant. Au moment de la création d'Israël, le capital de sympathie dont disposait l'UJRE à la libération était accru par l'attitude qu'elle avait prise. Une partie des survivants se trouvaient après la guerre dans des camps de personnes déplacées, beaucoup aspiraient à trouver enfin un asile en Palestine. Cela a correspondu provisoirement avec la position de l'URSS, qui d'ailleurs a été le premier pays à reconnaître Israël. L'affirmation à un droit légitime des Juifs d'avoir un État était désormais soutenue activement par l'UJRE, qui apporta une aide politique et matérielle importante lors de la Première Guerre. Mais après cette courte lune de miel, avec les autres organisations juives, l'UJRE emboîte le pas des positions soviétiques qui entrent de plus en plus
en contradiction avec la sensibilité de la majorité des Juifs de France. C'est surtout le cas en 1967. Face aux déclarations menaçantes de Nasser, aux appels à jeter les Juifs à la mer, la majorité des Juifs de France sont plongés dans l'angoisse, craignant un nouveau génocide et la disparition d'Israël. C'est l'origine d'un mouvement de solidarité, étape importante d'une nouvelle conscience de soi de beaucoup de Juifs de France. Or, quand la guerre a éclaté, le Parti communiste, et à sa suite l'UJRE, ont pris position contre l'attaque présentée comme préventive par Israël, en concordance avec la politique étrangère soviétique, par solidarité anti-impérialiste avec les peuples luttant pour leurs droits nationaux, en l'occurrence les Palestiniens. Cette attitude a heurté la sensibilité de beaucoup de Juifs. Par la suite, la position de l'UJRE a évolué, tendant à faire émerger une solution politique de 2 États, ce qui implique la reconnaissance des droits nationaux des Palestiniens et le droit à la sécurité d'Israël. Si l'UJRE dénonce à juste titre l'antisémitisme d'extrême droite, elle éprouve des difficultés à analyser l'antisémitisme tiers-mondiste, notamment dans les sociétés arabes, et celui issu d'une certaine extrême gauche. D'autres défis sont également difficiles à relever. La situation économique et le statut social des Juifs immigrés s'améliorent en général, avec la reconstruction et la croissance, et le prolétariat yiddish des ateliers ne se renouvelle plus, faute de réserve. On a assisté au vieillissement et à la disparition progressive de la génération des fondateurs et de leur environnement. 2 générations disparaissent, celle de l'avant-guerre, héritière de la Révolution d'octobre, et celle de la libération, marquée par le génocide et la résistance. Elles ne sont pas remplacées. Les yiddishistes se sentent un peu les derniers des Mohicans. Malgré l'intérêt tardif des enfants et petits-enfants d'immigrés pour le yiddish, cette langue est passée, en France du moins, du statut de langue vivante à celui de langue sentimentale, évocatrice d'un passé disparu. À partir de 1974, la Neue Presse, la presse nouvelle, ne sort plus que 3 fois par semaine, et en 1993, elle cesse définitivement sa parution. L'arrivée massive de séfarades entre 54 et 62 a changé la physionomie de la judaïté française. Le retour du religieux dans le monde juif, sous une forme souvent séparatiste et communautaire, interpelle les juifs laïcs. Ce monde n'est pas celui qu'avaient espéré les jeunes révolutionnaires des années 20 et 30. Est-ce à dire que le bilan de cette génération est totalement vide ? Le rôle qu'ils ont tenu pendant la guerre, en soi, est une justification de leur vie. Leurs échecs sont aussi en partie le revers de leur succès. Les enfants sortis des colonies, des patronages, des foyers, sont entrés de plein pied dans la société française. Beaucoup sont engagés dans les mouvements sociaux. Ils ont hérité de l'internationalisme, de l'antiracisme et de la sensibilité sociale de leurs aînés. Les publications, désormais exclusivement en français de l'UJRE, la page française de la Neue Presse, puis la presse nouvelle hebdomadaire, aujourd'hui la presse nouvelle magazine, s'adressent à ce nouveau public. Dans cet esprit, ceux qui ont pris le relais pensent qu'ils sont justifiés de porter une haute parole juive, laïque et progressiste. C'est le sens qu'ils donnent à leur prise de position et à leur commémoration. Pour eux, comme le disait le philosophe Vladimir Yankelevitch, dans l'UJRE, le mot le plus important est « résistance ».